Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Voici les titres du journal. Volodymyr Zelensky en guest star aux États-Unis ce mercredi. Le chef de l'État ukrainien était à Washington pour plaider en faveur d'un renforcement de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. On y revient dès l'entame de ce journal. Paris, Berlin, Washington, tous vont debout contre le soutien apporté par le Rwanda à la rébellion du M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, c'était au tour de la France de rappeler son partenaire rwandais à l'ordre. Enfin, nous prendrons quelques nouvelles de la légende brésilienne du football mondial Edson Arantes do Nascimento dit Pelé. Selon l'hôpital de Sao Paulo, son état de santé se complique. C'était sa première visite à l'extérieur depuis le déclenchement de la guerre d'invasion russe en février. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu ce mercredi par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche à Washington. Mais c'est surtout un chef de guerre confiant qu'il est retourné à Kiev puisque le président américain a annoncé la livraison prochaine d'une batterie de défense anti-aérienne patriote à l'Ukraine. Regardez. Volodymyr Zelensky, accueilli par le couple Biden à la Maison-Blanche. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du président ukrainien depuis le début de la guerre. Washington, principal allié de Kiev, a promis de renforcer son soutien à l'Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine. Il essaye d'utiliser l'hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d'inspirer le monde, a déclaré Joe Biden. Je le pense sincèrement, pas seulement nous inspirer nous, mais inspirer le monde avec son courage et sa résilience, ainsi que sa détermination pour l'avenir. Cette visite a été l'occasion pour Joe Biden d'annoncer la livraison prochaine d'une batterie de missiles solaires patriotes pour la défense aérienne de l'Ukraine, dans le cadre d'une aide supplémentaire d'1,8 milliard de dollars. Standing ovation pour Volodymyr Zelensky ce mercredi au siège du Congrès américain. Face aux parlementaires réunis au Capitole, le dirigeant ukrainien, visiblement très attendu, a rappelé que l'aide réclamée par son pays n'est pas un acte de charité, mais plutôt un investissement pour la sécurité mondiale. Le reportage. Une assemblée comble et un tonnerre d'applaudissements. Le président Volodymyr Zelensky a fait forte impression au Congrès des États-Unis mercredi pour sa première sortie d'Ukraine en 300 jours de guerre. Son but, prouver au monde et surtout aux Russes que les relations avec Washington sont au beau fixe, mais aussi livrer un témoignage direct de la situation sur le front. L'année dernière, 70 000 personnes vivaient à Bakhmout. Aujourd'hui, dans cette ville, il ne reste plus que quelques civils. Chaque centimètre carré de cette ville est trempé de sang. Des canons rugissants retentissent toutes les heures. Les tranchées du Donbass changent de main plusieurs fois par jour dans des combats acharnés et même au corps à corps. Mais le Donbass ukrainien tient bon. En conclusion, le président a offert aux élus un drapeau ukrainien venant de Bakhmout, près de Donetsk, où les combats se concentrent actuellement. De quoi finir de convaincre les élus les plus réticents à une nouvelle aide financière de Washington à Kiev. Le Congrès doit se prononcer d'ici à vendredi sur une rallonge militaire et économique de 45 milliards de dollars. Les États-Unis ont déjà fourni 47 milliards de dollars d'aide depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky s'est entretenu en tête-à-tête avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président américain lui a promis l'envoi d'armes supplémentaires pour près de 2 milliards de dollars, dont une batterie de missiles patriotes pour la défense anti-aérienne. Retour sur le scandale de corruption qui ébranle le Parlement européen. 24 heures avant sa comparution devant la Chambre du Conseil ce jeudi, la vice-présidente déchue Eva Kaili, accusée d'avoir touché des pots de vin du Qatar, se sentirait trahie par son compagnon Francesco Giorgi, lui aussi sous les verrous. C'est ce que révèle en tout cas son avocat. Des précisions dans cet élément.
L'avocat d'Eva Kaili clame l'innocence de sa cliente impliquée dans l'affaire de corruption qui secoue le Parlement européen. Il a rencontré l'eurodéputée grecque à la prison belge où elle est détenue depuis son arrestation et ils se sont préparés ensemble pendant plus de 4 heures à la veille de sa comparution devant le juge ce jeudi. La procédure pénale, c'est secret. À cause de cela, je ne peux pas dire beaucoup de choses. La seule chose que je peux dire, c'est que Eva Kaili, elle est innocente. L'avocat de l'ancienne vice-présidente du Parlement européen affirme qu'Eva Kaili se sent trompée par Francesco Giorgi, son compagnon, qui a également été arrêté dans le cadre du scandale. Elle se sent trahie par son partenaire, elle lui faisait confiance et il l'a trahie. Eva Kaili et son compagnon sont tous deux accusés de corruption, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle en vue de faire pression en faveur de pays comme le Maroc et le Qatar. Le juge doit décider si Eva Kaili restera en prison ou si elle sera libérée avec des restrictions jusqu'à l'ouverture d'un éventuel procès. Son avocat se montre hésitant dans son optimisme. Nous avons de solides arguments juridiques pour sa libération. Nous nous battrons car je pense que Mme Kaili ne se risquera pas à fuir et qu'elle n'a aucun moyen de détruire des preuves. Selon le journal belge Le Soir, Eva Kaili a partiellement reconnu son implication dans le scandale puisqu'elle admet avoir demandé à son père de l'aider à cacher l'argent. L'avocat affirme que cette information n'est pas vraie. Près d'une semaine après l'incendie tragique survenu dans un immeuble de vol en Véline dans le Rhône, au sud-est de la France, une marche silencieuse en hommage aux 10 morts de l'incendie a eu lieu ce jeudi jusqu'au lieu du sinistre. L'initiative est de l'association La Rose des Sables qui tenait ainsi à marquer sa solidarité avec les familles des disparus, parmi lesquels on dénombre 6 adultes et 4 enfants. Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier au mercredi sa volonté de mettre en place un gouvernement de droite et d'extrême droite avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes. Cette annonce intervient à la veille d'une grande rencontre avec le président Isaac Herzog. Fumée blanche à Jérusalem, in extremis, le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi dans la soirée être en mesure de former un gouvernement avec ses partenaires ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Il a informé par téléphone le président Isaac Herzog. Je voulais vous faire savoir que grâce à l'énorme soutien que nous avons reçu pendant les élections, je suis en mesure de former un gouvernement qui prendra soin de tous les citoyens d'Israël et j'ai l'intention bien sûr de le mettre en place dès que possible. Vainqueur des dernières élections en novembre, Benjamin Netanyahou s'apprête donc à effectuer son 6e mandat à la tête du pays malgré les accusations de corruption pesant contre lui. Son nouveau gouvernement est déjà qualifié de plus à droite de l'histoire du pays. Pour la procureure générale Gali Baharav Miara, les projets de loi de la coalition menacent la démocratie israélienne et les principes les plus fondamentaux de l'état de droit. Après plusieurs mois d'intenses rumeurs et supputations, le sort des 5000 soldats somaliens envoyés en Érythrée pour y subir une formation militaire est enfin connu. Ils sont de retour dans leur pays pour être déployés dans le cadre de la lutte antiterroriste contre les milices Chebab. Un autre groupe arrive dans les prochains jours, selon le ministre de la Défense Abdulkadir Mohamed Nour. Le ministre somalien de la Défense, Abdelkader Mohamed Nour, a déclaré lors d'une conférence de presse que le premier contingent de 5000 soldats somaliens qui avait été envoyé en Érythrée pour un entraînement militaire était de retour en Somalie, au grand soulagement des parents après des mois de rumeurs évoquant leur déploiement secret en guerre du Tigré. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle qui est importante pour le peuple somalien et qui constitue un pas en avant dans la lutte contre les Chebab. Le premier groupe de soldats somaliens ayant reçu un entraînement en Érythrée est rentré au pays, et le second groupe reviendra dans les prochains jours. Ces soldats entraînés feront partie de la lutte contre les Chebab.
Depuis 2021, des familles de militaires réclamaient des nouvelles de leurs fils. Des rumeurs évoquaient alors la mort de centaines d'entre eux dans la région du Tigré où ils auraient été déployés secrètement. Le ministre de la Défense a démenti ces rumeurs, assurant que ces soldats vont renforcer l'armée somalienne dans sa lutte contre les Chebabs. Au cours des 6 derniers mois, nous avons libéré davantage de territoires qui étaient occupés par les Chebabs dans plusieurs régions du pays, notamment dans les États d'Irshabelle et de Galmudug. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait annoncé lundi, lors d'une visite aux États-Unis, que tous les soldats présents en Érythrée seront rentrés d'ici janvier. Après Washington et Berlin, c'était au tour de la France de condamner ouvertement ce mercredi le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 qui mène une offensive dans l'est de la RDC. La secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a donc appelé Kigali à renoncer à son aide fournie au mouvement rebelle. L'étau se resserre autour du Rwanda après que l'Allemagne et la France ont ouvertement reproché à Kigali d'appuyer les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Ce mardi, le directeur Afrique aux Affaires étrangères allemande et la secrétaire d'État française auprès de la ministre des Affaires étrangères ont tous deux déclaré que le Rwanda devait cesser immédiatement tout soutien au M23. La semaine dernière, en marge du sommet États-Unis-Afrique, Washington avait demandé au Rwanda d'user de son influence pour mettre fin au conflit dans le Nord Kivu qui contraint des milliers de personnes à fuir. Paul Kagame nie toujours le rôle de son pays dans ces troubles et les qualifie de problèmes du Congo. Mais l'inquiétude grandit quant au fait que les partenaires internationaux pourraient réduire leurs aides financières au Rwanda. L'aide publique au développement de Berlin et Paris à Kigali s'est nettement améliorée ces dernières années. La France l'a multipliée par 17 entre 2019 et 2021, tandis que celle accordée par l'Allemagne s'est élevée à plus de 88 millions d'euros l'année dernière. Dans l'actualité économique, la Banque des États d'Afrique centrale prévoit une hausse globale à 3% de la croissance dans la zone CEMAC en 2023, soit une augmentation de 0,1% par rapport aux 2,9% enregistrés en 2022. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, table sur un train haussier avec un taux de croissance de 3% du produit intérieur brut dans la zone Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en 2023 contre 2,9% en 2022. Cette prévision de croissance est à mettre principalement en relation avec l'évolution favorable des termes de l'échange dans l'espace et le dynamisme de tous les secteurs d'activité. C'est une légère embellie qui se traduit par justement une stabilité des prix des hydrocarbures. Nous savons que dans la zone, la plupart des pays sont hyper dépendants de cette ressource, mais il y a aussi très bientôt le décaissement des droits de tirage spéciaux du FMI. Le Congo sera la première économie de la zone CEMAC au titre de l'année 2023 avec 4,2% de croissance, tandis que la Guinée équatoriale devrait être en récession économique à moins 3,5% en 2023. Le Cameroun devrait enregistrer un taux de croissance de 4%, 3,5% pour le Gabon et le Tchad, 2,4% pour la République centrafricaine. Les 4,2% de la République du Congo peuvent être interprétés comme un ensemble de réformes, notamment la mise sur pied d'un plan national de développement 2022-2026. Il y a également le projet de diversification des forêts et de l'économie. Par ailleurs, la régression de la Guinée équatoriale est juste que c'est un pays qui reste très faiblement diversifié sur le plan économique. Ces prévisions de croissance sont portées principalement par un rebond de la croissance non pétrolière. Dans le même temps, les avoirs extérieurs des pays de la CEMAC devraient enregistrer une augmentation de 74,8% en 2023. En outre, le taux d'inflation de la zone devrait se stabiliser à 4,8% après avoir atteint 5,5% en 2022 selon la BEAC, Institut d'émission des 6 pays de l'espace communautaire. Lors d'une cérémonie officielle ce mardi au Nigeria, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a procédé à la restitution par son pays d'une vingtaine d'œuvres d'art de l'ancien royaume du Bénin volées à la fin du 19e siècle. Ce sont au total plus de 1000 objets volés par la Grande-Bretagne et rachetés par des Allemands qui attendent d'être restitués au Nigeria.
Berlin a restitué une vingtaine d'œuvres d'art pillées par les troupes coloniales britanniques il y a plus de 100 ans dans le sud-ouest du Nigeria, autrefois appelé le Royaume du Bénin. Signe de la valeur hautement symbolique de ce geste, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue à Abuja afin de personnellement remettre ces objets. Nous sommes ici pour réparer un tort. Des fonctionnaires de mon pays ont un jour acheté les bronzes, sachant qu'ils avaient été volés. Après cela, nous avons ignoré pendant très longtemps l'appel du Nigeria à les restituer. C'était mal de les prendre, mais c'était aussi mal de les garder. C'est une histoire de colonialisme européen. Ces artefacts font partie des plus de 1000 objets que l'Allemagne s'est engagée à renvoyer. La plupart ont été volés en 1897 lors d'une expédition britannique destructrice durant laquelle des milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets réalisés entre le XVIe et le XVIIIe siècle ont été pris, des trésors considérés comme faisant partie des plus beaux objets d'art africains. Nous ne rendons pas de simples objets au peuple nigérian aujourd'hui. Nous avons appris de vous au cours des dernières années. Ce que nous vous rendons fait partie de votre histoire. Ce que nous vous rendons fait partie de ce que vous êtes. Berlin n'est pas la seule à vouloir rectifier les erreurs du passé. Paris, Bruxelles et Londres ont tenu les mêmes promesses. Institutions détenant la plus grande collection de bronze du Royaume du Bénin, la pression est particulièrement forte envers le British Museum. Le British Museum et tous ceux qui détiennent nos artefacts doivent comprendre que l'heure du rapatriement est venue. Ils doivent également comprendre que nombre de ces objets culturels ne sont pas de simples œuvres d'art pour nous, mais la véritable essence de notre être. Le mois dernier, le musée Horniman de Londres a remis 6 objets de sa collection à une délégation nigériane. On le savait malade depuis un certain temps avec une complication de son cancer au côlon, mais les choses ne s'arrangent visiblement pas pour la légende brésilienne du football mondial Edson Arantes do Nascimento dit Pelé. Selon l'hôpital de Sao Paulo, le triple champion du monde âgé de 82 ans souffre en outre d'insuffisance rénale et cardiaque. L'état de santé de la légende brésilienne Pelé s'aggrave. Selon ses médecins, le cancer de l'ancien footballeur progresse et ce dernier nécessite désormais des soins plus importants en raison d'une insuffisance rénale et cardiaque. Pelé avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection de son cancer du côlon en septembre 2021. Sur les réseaux sociaux, ses filles se sont montrées optimistes et ont annoncé qu'elles passeraient Noël avec leur père à l'hôpital. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Merci de votre attention. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.